Étienne Davodo est auteur, scénariste et dessinateur de bandes dessinées. Né en 1965 en Maine-et-Loire, département auquel il rend hommage dans sa dernière bande dessinée en date, Loire, on l'a vu aborder la fiction avec l'excellent diptyque Lulu, femme nue ou Le chien qui louche, mais aussi des sujets plus compliqués comme l'histoire de la France avec Cher pays de notre enfance ou la sociologie du travail. L'excellent dessinateur Étienne Davodo était invité à la librairie Ombre Blanche le 5 novembre 2025 pour une rencontre autour de son tout dernier ouvrage Là où tu vas, voyage au pays de la mémoire qui flanche aux éditions Futuropolis. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Au nom de la librairie Ombre Blanche, je vous remercie de votre présence et je remercie Étienne Davodo de sa présence également à l'occasion de la parution de Là où tu vas, voyage au pays de la mémoire qui flanche. C'est chez Futuropolis. Alors, quelques notes d'ordre biographique d'abord, avant de vous poser quelques questions. Étienne est né dans les Mauges, en Maine-et-Loire. Il est issu d'une famille ouvrière. Ce que vous savez, si vous avez lu l'album Les Mauvaises gens, une histoire de militant. Après son bac, il suit des études d'art plastique. Vous fondez durant cette période un studio BD Absurde avec notamment Joub, que vous retrouverez pour votre travail plus personnel, on va dire. Premier album officiel, entre guillemets, 92, L'homme qui n'aimait pas les arbres, qui est le premier tome d'une trilogie, Les Amis de Saltiel, on est chez Dargaud. Au fil des années, on le connaît de plus en plus pour ses récits ancrés dans le réel, le rural, Les Mauvaises gens dont j'ai déjà parlé, Les Ignorants aussi, ça c'est en 2011, un ouvrage qui s'est vendu à plus de 250 000 exemplaires si mes chiffres sont à jour. Et... 100 000 exemplaires près. Ouais, 100 000 exemplaires près. Je vais peut-être pas me lancer dans la jungle des prix, mais je vais quand même en citer quelques-uns. 2 années de suite, le prix France Info de la bande dessinée d'actualité reportage pour Les Mauvaises gens, décidément, pour Un homme est mort. Le prix Grand Boom Ville de Blois pour l'ensemble de son œuvre, ça c'est le festival BD Boom. Et justement, j'ai vu que vous aviez aussi un autre prix pour l'ensemble de votre œuvre, c'est le Grand Prix du jury Diagonale, ça c'était en 2015. On pourrait également parler de bande dessinée en 2 tomes Lulu, femme nue, dont vous avez peut-être non seulement lu ces 2 tomes, mais également vu l'adaptation au cinéma, le film avait été nommé au César de la meilleure adaptation. Quoi d'autre ? Bon, il y a l'album Cher pays de notre enfance, etc. Si on peut juste dire aussi, au-delà de la littérature, oui, on peut parler aussi de littérature à votre propos, de BD, que vous avez été élu conseiller municipal, c'est dire que vous vous engagez publiquement et socialement, ce qu'on voit à travers justement Voyage au pays de la mémoire qui flanche. Comme dit ce titre-là, ce sous-titre-là, puisque le titre c'est Là où tu vas, il s'agit d'un ouvrage consacré au travail de votre femme, Françoise, auprès des personnes, alors je me méfie de la manière dont je vais dire, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il ne faut surtout pas dire auprès des Alzheimer, il ne faut pas réduire les personnes à leur propre maladie. Je vois que vous avez dit le livre. Oui. Et c'est un livre qui puise ses racines de manière assez profonde. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas envisagé de l'écrire il y a 1 ou 2 ans. Là encore une fois, si j'ai bien lu. Bonsoir tout le monde. Oui, c'est un livre effectivement qui vient de loin, celui-ci qui vient de sortir, là où tu vas. Ma compagne Françoise Roy a donc comme métier la tâche d'accompagner les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives. Ça fait une 15aine d'années qu'elle fait ce métier-là et ça fait une 15aine d'années que je lui dis, tu sais, il faudrait qu'on raconte ça. Il faudrait que je raconte ça en bande dessinée parce que ça me semble intéressant et utile. Et ça faisait 15 ans qu'elle me disait non, pas question. Je suis un garçon patient.
J'ai attendu, j'ai essayé d'être persuasif, et puis elle a fini par accepter. Donc oui, ce livre-là, ça fait 15 ans que je l'attends, moi. Alors, elle évoquait, enfin, vous évoquez plus exactement dans le livre les raisons pour lesquelles elle dit non. Elle dit qu'elle n'est pas de nature, démonstrative. C'est plutôt une femme de l'intérieur, si j'ai bien compris. En tout cas, pleine de pudeur. Est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi ? Oui, elle m'opposait des raisons des raisons très, très judicieuses. D'ailleurs, elle me dit, enfin, elle sait bien comment je travaille, on vit ensemble depuis longtemps, elle a vu naître tous mes livres, donc elle m'a dit, voilà, ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire aller voir les gens, leur poser des questions, leur demander l'autorisation de raconter leur histoire en bande dessinée, ce que j'ai fait pour tous mes livres précédents. Là, je peux pas le faire, me disait-elle, parce que les personnes qui ont des pathologies neurodégénératives et qui ont des problèmes de mémoire pourraient me donner leur accord pour que je raconte ce qui leur arrive, mais le lendemain, ils me l'auraient pas donné. Et de leur point de vue, ils ne me l'auraient réellement pas donné. Et leur point de vue vaut le mien. C'est le propre de ces pathologies-là. Donc déjà, cette question-là faisait que je ne pouvais pas faire ce livre-là, me disait Françoise. Et puis, elle me disait aussi, en plus, moi, ce qui est très important son métier, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans leur quotidien, les personnes atteintes de ces pathologies et leurs proches, leurs familles, leurs amis. Et donc, elle met un temps fou à rentrer en contact avec ces personnes qui, quand elles sont très loin dans la maladie, ont parfois perdu le langage, par exemple. Et donc, c'est un travail très minutieux, très long, très précis, dont le but est de recréer un binôme de confiance entre elle, Françoise, et la personne malade. Et ce binôme, il est long à constituer, il est fragile. Et elle me dit, si toi, tu viens avec tes questions et ton carnet de croquis, tu vas tout foutre en l'air. Donc, il n'est pas question que tu viennes me voir. Donc, c'est les deux arguments qu'elle m'a opposés, qui sont des arguments tout à fait valables de mon point de vue. Mais vous en êtes venu à bout. Mais j'en suis venu à bout grâce au pouvoir de la bande dessinée. Je lui ai dit que je pouvais très bien raconter au plus près ce qui arrive à ces personnes dans leur vie avec cette pathologie, de façon vraiment documentaire, mais simplement, je ne vais pas aller les voir parce qu'effectivement, ça serait très perturbant. Mais je vais raconter tout ça en changeant les noms, les visages, les lieux d'habitation. Mais ce seront les seuls paramètres que je vais changer. Le reste, ce qui arrive, les situations, les expériences, les trajectoires personnelles, je vais les raconter au plus près. Et comme on vit ensemble, elle et moi, je lui ai dit, bah voilà, par contre, je vais te bombarder de questions, tu vas me raconter tout ça. Oh putain. Et elle répond oui, c'est ça. Oui, elle a bien vu qu'il y avait là un chantier assez vaste devant nous. Mais c'est un livre qui a un rapport avec l'intimité de toute façon, puisqu'elle rentre dans l'intimité des familles. Cette intimité qu'elle tente de créer avec les personnes malades, c'est aussi ça. Et donc la nôtre d'intimité en tant que couple, où va naître ce livre, pouvait aussi faire partie du jeu. C'est ce que je lui ai proposé. Et elle a accepté. Elle a aussi accepté parce que je pense qu'elle a aussi envie de porter la question de l'accompagnement des personnes malades. Ce qu'elle fait d'ailleurs dans une postface. C'est ce qu'elle fait dans la postface, effectivement. Donc tout ça a fait que, voilà, au bout de 15 ans, elle a capitulé. Et en vous lisant, je me disais, j'en suis ravi en tant que lecteur, nous en sommes ravis en tant que lecteur, que cette dimension-là apparaissait, c'est-à-dire le making-of, la manière dont vous avez obtenu son accord, la manière dont vous travaillez avec elle. Mais en soi, ce n'était pas nécessaire. Est-ce que ça s'est imposé tout de suite qu'en plus de l'histoire de ces personnes-là qui sont malades, vous ajouteriez la vôtre ? Oui, d'emblée, je me suis dit que c'était utile. Alors, pour des raisons assez simples, enfin, c'est vrai que le centre du livre, c'est ça. C'est les accompagnements que Françoise mène avec ces personnes atteintes de ces maladies. Mais moi, ça fait plusieurs livres où je me dis que c'est pas mal d'élargir un peu la focale et de montrer les coulisses de la réalisation du livre. Parce que le livre, c'est pas juste l'histoire qu'il raconte, c'est aussi le contexte dans lequel il se déploie. Et j'aime bien l'idée de montrer que d'une part, un livre comme ça, c'est pas quelque chose qui vient d'un coup et où tout se passe bien, où tout est fluide et facile. J'aime bien montrer mes hésitations, mes erreurs, les difficultés de départ. Et donc, en élargissant un peu le champ, je montre effectivement ce que je veux montrer, c'est-à-dire, en l'occurrence là, le travail de ma compagne, mais montrer la façon dont le livre s'installe, la façon dont il se construit, ça me semble solidifier le propos. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est une méthode que j'ai déjà employée dans des livres précédents, notamment dans Cher pays de notre enfance avec Benoît Colomba, qui est journaliste à la radio. On avait fait une enquête sur la violence politique en France. Et Benoît, en tant qu'homme de radio, était très réticent à ça au départ, parce qu'eux, en général, ils sont derrière leur micro et ils n'apparaissent pas du tout dans le champ de leur reportage audio. Et du coup, dans Cher pays de notre enfance, je lui ai proposé qu'on soit aussi, nous, des personnages du livre, pour ces raisons-là. Et je crois que ça apporte un éclairage un peu plus clair et plus honnête
au projet. Et puis, on vous voit au travail, on voit votre table à dessiner, on voit aussi, il y a de l'autodérision quand votre femme vous charrie sur la façon dont vous faites les portraits en disant qu'elle n'est pas très ressemblante ou quelque chose comme ça. Ouais. Et ce qui est un argument qui plaît dans ma faveur pour le coup, puisqu'il s'agit de dessiner des personnes qui ne sont pas les vraies personnes dont je parle. C'est vrai. À l'exception d'un, on pourrait déjà en parler d'ailleurs, Cédric. Là, il y a eu, ou si vous voulez, on en parle plus tard, mais on peut d'ores et déjà dire que là, vous débordez de cette résolution de ne pas rencontrer les gens, mais dans des circonstances tout à fait particulières. Ouais, le livre est constitué donc de chapitres qui racontent l'histoire de monsieur, madame, machin, X, etc. Saunier, Marchand, voilà, Malo. Des noms, vous avez compris, des noms fictifs. Mais par contre, ce qui leur arrive est très réellement ce que me raconte Françoise. Et puis, il s'avère que parmi les personnes que Françoise accompagne, il y a donc Cédric que j'ai rencontré pour des raisons bêtement logistiques. Enfin voilà, une histoire de panne de voiture. Il a fallu que j'aille chercher Françoise à son travail. Et quand j'ai sonné, c'est lui qui m'a ouvert et raconter l'histoire de Cédric en lui donnant un autre nom ou un autre visage. Une fois que j'ai parlé avec lui, ça me semblait complètement absurde. Et la situation de Cédric m'a touché d'autant plus que je me suis aperçu que c'est un gars qui avait exactement mon âge. Voilà. Et c'était pas, quand on pense maladie d'Alzheimer, quand on pense maladie neurodégénérative, on pense souvent à des personnes très âgées. Et on oublie que parfois, alors heureusement, rarement, mais parfois, il y a des gens qui ont ces maladies-là à 60 ans, 50 ans, même avant. Et Cédric et moi, on a pris 60 ans là, ces derniers jours. Mmh. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu dirais de raconter ton expérience à visage découvert et sous ton vrai prénom, pas son nom de famille. Il en a parlé avec sa femme, avec ses enfants, et il m'a dit on va le faire. C'était quelqu'un de très entouré. C'est quelqu'un de très entouré, qui avait une vie active, dont la vie est totalement percutée par ça, quoi. C'était un chef d'entreprise qui a battu un boulot monstrueux, c'est un sportif, c'est un type qui physiquement est en pleine forme, mais simplement, voilà, il a cette pathologie qui lui tombe dessus. Et c'est une déflagration terrible dans sa vie, dans leur vie à eux, dans la vie de famille, dans sa vie professionnelle évidemment. Et voilà, une fois que Cédric m'a parlé de ça, donc si vous lisez le livre, vous verrez, c'est à la fin du livre. C'est un chapitre qui contredit presque les chapitres précédents, en tout cas dans la méthode, puisque là, je dessine les gens. Oui, tout à fait. Et vous disiez l'écho que vous pouviez avoir à cause de cet âge, c'est aussi ce que sous-tend le titre, j'imagine, Là où tu vas. Alors là où tu vas au sens premier, c'est là où Françoise va chaque matin et où je ne peux pas aller avec elle. Il y a plusieurs exceptions. Donc c'est là où elle va et d'où elle me ramène ce que je vais raconter. Plus généralement, c'est là où nous allons potentiellement tous, c'est-à-dire au moins vers le grand âge et possiblement vers des pathologies un peu emmerdantes comme ça. C'est un euphémisme. Et puis c'est aussi collectivement là où nous, en tant que société, nous allons tous. C'est-à-dire que c'est utile de savoir que ces maladies-là ne se soignent pas, malheureusement. Au moment où on parle, il n'y a pas de... Pas encore. Pas encore. Il y a des programmes de recherche partout, plus ou moins prometteurs, qui avancent, etc. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, ça ne se soigne pas. Et en France, il y a plus d'1 million de personnes qui sont touchées. Si on ajoute les familles, il y a donc des millions de personnes qui sont concernées par ces pathologies dont on parle peu. Et donc, là où tu vas, c'est aussi, sous un angle plus collectif, là où on pose une question de société. Comment on fait pour accompagner ces personnes, âgées ou pas, en tout cas nombreuses? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sait le faire? C'est toutes ces questions-là qui m'intéressaient en abordant ce sujet-là. Avant de passer par ce média de la bande dessinée, sur cet album-là, vous étiez au courant de toute façon de tout ce qui concernait cette maladie. Il y avait des échanges avec Françoise. Ou est-ce que ce livre-là vous a permis de découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas? C'est ça qui est amusant, non, mais qui est intriguant. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression de connaître le métier de son conjoint ou de sa conjointe. Ouais. On se raconte nos journées de boulot le soir en rentrant. Et donc, moi, si on m'avait posé la question avant de faire le livre, j'aurais dit, bien sûr, je sais ce qu'elle fait. C'est le métier de ma compagne, on vit ensemble depuis longtemps, on se parle, évidemment, je sais quel est son job. Et en rentrant dans le détail des choses pour faire le livre, je me suis rendu compte que j'en connaissais 10% en fait. Ah oui, aussi peu. Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le cas de nous tous. C'est-à-dire que si on a vraiment passé des jours et des jours, je l'ai questionné, vraiment, sur la pratique, sur ses gestes, sur ses paroles, sur sa façon de travailler. Je l'ai questionné en détail, au plus près de ce qu'elle pouvait me raconter. Et je me suis aperçu que je découvrais tous les jours des choses sur le métier de la femme avec qui je vis. Ce qui est aussi assez intriguant.
Et elle, est-ce qu'elle a découvert des choses? Alors, sur elle-même, je fais allusion en fait à une planche où vous lui montrez ce que vous avez dessiné par rapport à sur la foi de ce qu'elle vous a raconté. Et elle dit, j'aurais pas dû lui parler comme ça à lui. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr, oui, parce que c'est une des vertus de la mise en récit, en fait. Donc, pour résumer, Françoise me raconte une journée qu'elle passe avec un homme que j'ai appelé Monsieur Saunier. Et cet homme qui vit près de l'endroit où nous vivons, nous, dans l'ouest de la France, est atteint d'une maladie d'Alzheimer assez avancée, mais il est très loquace, il parle beaucoup, et il est très affolé du fait qu'il ne peut pas rentrer en France. Il est en Allemagne. Et sa mère l'attend. Bon, il a 80 et quelques années. Et il voudrait rentrer en France, il ne comprend pas pourquoi il est emprisonné en Allemagne. Et Françoise, dans un premier temps, lui dit, vous savez, moi je vis en France, je viens vous voir, donc vous êtes en France. Et donc il ne comprend pas, parce que lui, non, il n'est pas en France. Et évidemment, il n'est pas en France, il est en Allemagne. Et donc il y a Françoise me raconte ça, je le dessine, je fais des pages de bande dessinée avec ce que je viens de vous dire. Je les donne à lire à Françoise, puisqu'elle lit évidemment les pages que je fais sur son travail. Et en les lisant, effectivement, elle me dit, j'aurais jamais dû faire comme ça, en fait. Il ne faut pas faire ça. Ça ne sert à rien de contredire les personnes qui sont dans une autre vérité qui vaut la nôtre de leur point de vue. Et en fait, c'est en lisant les pages que je fais qu'elle a cette réaction que moi je redessine à nouveau. C'est-à-dire que le livre se nourrit lui-même. Et elle me raconte ensuite comment elle a fait, parce qu'elle m'a dit ça, évidemment, je l'ai fait parce que c'était il y a longtemps et je le ferai plus. Et en fait, quand M. Saunier est désorienté comme ça et qu'il se pense en Allemagne, Françoise lui propose d'aller se balader dans un parc voisin. Ils montent en voiture, dans la voiture de Françoise tous les deux, ils vont se balader. Et quand ils reviennent, Françoise demande à M. Saunier, dites-moi comment on va chez vous. Et il indique la route. Et en arrivant chez lui, lui-même sait qu'il est chez lui. Il est rentré. Voilà. Oui. Et donc ça, c'est typiquement ce genre de choses après quoi je cours et que je veux raconter. Oui, et vous dites raconter les choses permet de mieux les comprendre. Oui, j'en suis sûr. Ouais. Et de la même manière que vous dites à un moment donné, on ne va pas tout déflorer, mais de toute façon, n'ayez crainte, c'est assez dense pour qu'on y trouve son compte. Que c'est aussi une manière d'exorciser, si je vous... le fait d'écrire là-dessus, c'est une manière d'envisager l'avenir de façon un peu plus sereine, non? De conjurer ou le sort. Alors attendez, je l'ai quelque part, mais de conjurer la crainte. Ouais, c'est par le récit. Oui, voilà, conjurer la crainte par le récit. C'était l'expression que je cherchais. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Ça, c'est une autre question. Vous pouvez nous le dire, ça, mais si ça marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces perspectives de perdre la mémoire, de perdre son autonomie, de perdre ses souvenirs, son passé, tout ça, c'est quelque chose qui nous fait tous flipper. Comme on l'a dit, il n'y a pas de traitement à ce jour. Et donc, je me dis que plutôt que fuir un peu la question, se renseigner, regarder les choses en face, au moins c'est mieux connaître ce qui se passe. Et en même temps, c'est aussi un des sujets du livre, c'est-à-dire que c'est pas un livre sur la maladie d'Alzheimer du tout. C'est un livre sur l'accompagnement des personnes qui sont atteintes par ces maladies. Et c'est vrai que quand on pense à ces maladies-là, on se focalise immédiatement sur les dégâts que ça fait, sur nos mémoires, sur notre autonomie, sur nos souvenirs, etc. Et c'est ça qui nous fait flipper. Et le travail de Françoise et des gens qui travaillent comme elle, c'est de bouger le regard de quelques degrés et de regarder les personnes atteintes dans les capacités qu'elles ont encore et de les faire fructifier. Non pas se focaliser sur ce que la maladie détruit, mais sur ce qu'elle préserve. Et à ces conditions-là, alors évidemment, il ne s'agit pas de nier les dégâts de la maladie, mais à ces conditions-là, il y a encore des choses possibles qui sont souvent belles, qui peuvent permettre aux gens de mieux vivre plus longtemps chez eux, etc., qui peuvent permettre aux proches et aux aidants aussi de trouver des petites clés qui vont rendre la vie moins difficile. Il ne s'agit pas non plus de nier les difficultés, mais de rendre la vie un peu moins difficile. Et c'est ça l'enjeu du livre et du métier. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas plombant, votre livre, honnêtement. J'aimerais bien que ce soit le cas. Oui, mais c'est vraiment le cas. On a tous, hélas, dans nos familles, tous, en tout cas beaucoup, des cas. Moi, j'avoue que ça a orienté un peu mon regard, quoi. Parce qu'effectivement, il y a cette dose, je ne sais pas si c'est optimiste, mais d'optimisme, mais on peut faire des choses malgré la maladie, pour reprendre ce que vous dites. Oui, et on peut aménager des choses pour faciliter la vie des gens qui sont malades et de leurs proches. Ça nécessite, du point de vue des gens qui accompagnent, c'est une vraie technique, c'est un métier, ça nécessite des apprentissages, ça nécessite une attention particulière. En fait, ce qui est assez beau, entre guillemets, c'est que pour ces personnes qui vivent dans l'instant présent en permanence, la relation humaine
est ce qui va conditionner leur bien-être. La façon dont on se comporte avec eux, dont on parle, dont on fait des choses du quotidien. Le travail de Françoise s'appuie beaucoup sur les choses, les actes de la vie quotidienne. Tout à fait. La cuisine, le ménage, les courses, la balade en forêt. Et c'est là-dessus, ça semble des détails, mais c'est là-dessus que se joue beaucoup. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, de raconter ça. Ouais. Il y a un établissement dans lequel elle s'est fait embaucher au Québec. C'est ahurissant. Vous pouvez nous en dire quelques mots, à peine. L'exercice, enfin, je ne sais pas si c'est un exercice, mais est poussé à son comble. C'est le malade qui est la personne malade, pour reprendre la leçon de Françoise, la personne malade qui règne sur cet établissement. Enfin, tout est fait pour elle et par elle. Ouais, Françoise a été formée là-bas il y a une dizaine d'années. C'est une maison d'accueil pour les personnes souffrant de ces pathologies-là qui s'appelle Carpe Diem. C'est au Québec, à Trois-Rivières, qui est une petite ville entre Québec et Montréal. Et Françoise s'est formée là-bas il y a 10 ans, puis on est retourné pour les besoins du livre. Ça a été fondé par une femme qui s'appelle Nicole Poirier, qui dirige toujours cet établissement-là, qui est une femme assez extraordinaire, qui a fondé ça très jeune. Et là il vient d'ouvrir une aile supplémentaire parce que le bâtiment a grandi. Et c'est une maison. C'est la maison des personnes. Déjà, ce détail-là est important. C'est la maison des personnes malades qui y vivent. Voilà, c'est pas comme un EHPAD où les gens qui rentrent en EHPAD, par exemple, doivent se conformer au règlement de voilà. Là-bas, c'est chez eux. Et les gens qui accompagnent, les gens qui sont là, les encadrants, ce sont des gens qui sont tout est organisé là-bas en fonction des besoins, des envies et des attentes des personnes malades. La cuisine, les activités quotidiennes, c'est un endroit ouvert où on peut entrer et sortir en permanence. Et Françoise, par exemple, me raconte, parce qu'elle y a travaillé, me raconte un détail assez signifiant. Souvent, on a tendance à craindre que les gens déambulent. Il y a ce mot déambuler qui devient important, que les gens se perdent, que les gens se blessent, etc. Et donc, parfois, on enferme même des personnes. À Carpe Diem, les portes sont ouvertes en permanence, jour et nuit. Et Françoise me racontait le cas d'une dame très âgée, très malade, qui tous les matins faisait le tour des portes, et dès qu'elle en trouvait une ouverte, la refermait et retournait dans sa chambre, chez elle. Le fait de savoir que c'était une porte ouverte et que c'était possible de sortir lui suffisait. Elle ne sortait plus, mais l'hypothèse de savoir qu'on pouvait le faire la tranquillisait terriblement. Et Carpe Diem fonctionne un peu comme ça. C'est un endroit qui est vraiment dédié intégralement au bien-être de ces personnes. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir y faire une visite, de parler avec les gens. Et c'est très étonnant parce qu'on voit des gens malades, parfois très avancés dans la maladie, parfois qui ont perdu la parole, des gens qui semblent vivre paisiblement. Et ça, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et qui reçoivent leur famille et qui vont. Enfin voilà, et on se dit, en fait, c'est possible. Et ça fait des années que ça existe, Carpe Diem. Et si c'est possible, ok, faisons-le. Alors, il y a en France, ça vient. Hein, il y a une maison près de Grenoble qui s'appelle les Maisons de Crolles, qui est une sorte pas d'antenne de Crolles. C'est une ville au sud de Grenoble. Et bon, ça se met en place. Il y a aussi d'autres lieux comme ça qui se développent aussi en France, notamment près de Dax, dans les Landes, je crois. Il y a un village à Isammer qui n'a rien à voir avec Carpe Diem. Mais enfin voilà, il y a des hypothèses. Il ne s'agit pas de dire que rien n'est fait. Mais visiter Carpe Diem, et d'ailleurs, il y a des gens du monde entier qui viennent s'y former, c'est presque réconfortant parce qu'on voit là la preuve qu'on peut faire quelque chose qui soit apaisant et accueillant pour les personnes concernées. Oui, parce qu'en France, vous soulignez davantage les conditions déplorables dans lesquelles travaillent les salariés des EHPAD, par exemple. Oui, en précisant bien que les salariés en question sont les premiers à en pâtir. Oui, tout à fait. Et j'en parle d'autant plus que dans ce livre que Françoise, son autre métier consiste à être formatrice aussi, précisément dans les EHPAD. Transmettre. Pour transmettre justement toutes ces choses dont on parle là, depuis le début de notre conversation. Et là, aujourd'hui, il y est, par exemple. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous. Et c'est intéressant de voir aussi que les salariés dans les EHPAD sont très demandeuses, il y a beaucoup de femmes, de ces choses-là, mais que ça se heurte aux injonctions qui leur tombent dessus, d'efficacité, il faut aller vite, et aller vite, c'est déjà un problème, c'est-à-dire un des critères, c'est le temps. C'est le temps. Et quand on ne l'a pas, c'est compliqué. Transmettre, donc, mais elle-même, de qui a-t-elle reçu ce qu'elle sait, Françoise ? J'ai vu qu'elle s'inspirait des leçons de Montessori, mais ça ne lui est pas propre. Ce n'est pas elle qui a
déterminée. Par exemple, cette idée-là que vous disiez d'accompagner dans les choses du concret, du quotidien, faire la cuisine, se promener, etc. C'est de son propre chef, c'est elle qui a créé cette méthode, si vous voulez, ou Non, c'est pas tout à fait. Alors, alors, je vais pas faire son CV, mais en gros, elle était infirmière d'abord. Ouais. Elle a travaillé dans différents services, chirurgie, etc. Elle a longtemps travaillé de nuit en cancérologie, où l'accompagnement déjà là est déterminant. Quand on est la nuit dans un service où des gens se posent des questions sur la maladie, sur la mort, tout ça, l'accompagnement, il est humain. Il est technique aussi, évidemment. Il y a beaucoup de gestes très techniques, mais il est d'abord humain. Et puis ensuite, il y a eu les plans Alzheimer qui ont été lancés en France. Alors, je vais dire des conneries sur les dates, mais je crois que c'est 2008. Il y a peut-être des gens qui seront plus précis que moi. Et là, elle a été embauchée, enfin, elle a commencé à travailler dans une équipe qui intervient à domicile dans le cadre de ce plan Alzheimer. Puis elle a été coordinatrice d'un service comme ça. Elle s'est formée donc à Carpe Diem. Et puis, effectivement, elle s'est formée aussi à une méthode qui a été forgée par un gérontologue ou gériatre. Gériatre états-unien qui s'appelle Cameron Camp, qui a en fait imaginé que ce que Maria Montessori, docteur italien du début du siècle, avait imaginé pour les enfants, pouvait aussi s'adapter aux personnes âgées souffrant de ces troubles cognitifs. Et cette méthode-là est beaucoup maintenant enseignée, par des gens comme François, dans les EHPAD. Je ne vais pas me lancer dans la description de ce qu'est Montessori, mais il y a une formule qui est très éclairante, je trouve, qui s'applique à la fois aux enfants et donc à ces personnes-là, c'est « aide-moi à faire seul ». Et là-dedans, il y a beaucoup. Et c'est là-dessus que les personnes comme Françoise travaillent aussi. Effectivement, vous commenciez à le souligner, il y a le rapport aux aidants, le rapport aux personnes malades, mais il y a également le rapport aux aidants. Et effectivement, on se rend compte que il faut pas faire culpabiliser les proches, il faut aider les aidants. C'est le travail de Françoise. Elle se retrouve parfois en but avec des gens qui sont pas forcément agréables ou qui s'y prennent mal. On s'y prend tous mal, parce mais on le fait de façon pas du tout intentionnelle, et on est tous dans nos familles confrontés à ça. Et c'est vrai qu'on a cette tendance, quand on est devant quelqu'un qui ne nous reconnaît pas, ou qui pense qu'on est leur frère alors qu'on est leur fils, on a tendance à dire « mais fais un effort, souviens-toi, je suis ton fils ». Et Françoise prend une image assez simple pour ça, et dit à quelqu'un qui vient de se faire amputer de 2 jambes, on n'irait jamais dire « vas-y, cours un 100 mètres ». C'est aussi contre-productif de dire à quelqu'un qui n'a plus de mémoire « fais un effort, souviens-toi ». On a l'impression de le stimuler, on fait ça de bonne foi. C'est aussi l'expression de la souffrance personnelle. Et c'est surtout probablement la souffrance du fils qui n'est plus reconnu par sa mère, par exemple. C'est typiquement le genre de choses où on met la personne en souffrance, en difficulté, et on ne le fait pas exprès, on ne le fait parce qu'on ne sait pas. Et donc il y a des façons très simples de contourner cet obstacle-là, qui ne règlent pas le problème, mais qui fluidifient les relations. Et c'est ces choses-là que Françoise aussi partage avec les proches et les aidants, parce que vous avez raison, ce sont des gens qui sont aussi en souffrance, autant en souffrance que les personnes qui sont elles-mêmes malades, qui parfois d'ailleurs ne sont pas tant que ça en souffrance. Il y a des stades où les gens sont pas forcément... Les gens malades, c'est pas eux qui sont impactés le plus par le quotidien. Et donc tout ce travail-là concerne évidemment les gens qui sont malades, mais beaucoup leurs proches, leurs familles, leurs amis. Et donc, il y a une question sociétale qui est là, et donc une question politique. Est-ce que nous, en tant que société, on fait ce qu'il faut pour accueillir ces gens qui sont fragiles, qui sont dépendants, que nous serons peut-être un jour ? Il y a là une question vraiment politique qui relève de l'empathie. J'ai entendu l'autre fois cet imbécile d'Elon Musk dire que une des faiblesses de la civilisation occidentale, c'était un excès d'empathie. Putain, si on en est là, on a du boulot, quoi. Ouais. Le jour où il aura l'Alzheimer, lui, il risque de regretter ses paroles. Enfin, il ne s'en rendra pas compte. Vous écoutez Étienne Davodo, invité à la librairie Ombre Blanche le 5 novembre 2025 à l'occasion de la parution de Là où tu vas, un voyage au pays de la mémoire qui flanche. Et donc c'est un livre plein d'humanité, vous l'avez compris, et plein de sincérité, parce qu'il ne fait même pas l'impasse sur les cas difficiles. Par exemple, il y a une personne malade, je voudrais qu'on l'évoque en quelques mots, si vous voulez bien, un monsieur Goulard, qui est tout malade qu'il soit, il n'inspire pas la sympathie.
Oui, mais alors on n'est pas forcément sympathique. Ouais, voilà. quand on soit malade Oui, ou pas. mais on c'est vrai on a que, tendance en fait, à être compatissant. oui. Et les personnages. Il y a des personnages qui sont difficiles. Et puis, il y avait un chapitre auquel je tenais beaucoup et que Françoise aussi voulait qu'on mette en image, c'est les fois où ça marche pas. Parce qu'évidemment, ça serait trop simple qu'à chaque fois, le contact s'établisse et que l'harmonie règne malgré la maladie. Non, parfois, ça marche pas. Souvent, ça marche pas même. Et parfois, c'est long d'avouer qu'on n'arrive pas à entrer en contact avec cette personne. Parfois parce qu'on trouve pas la porte d'entrée du contact en question. Parfois parce que les personnes sont dures et refusent. Et souvent, les personnes malades ne voient pas pourquoi quelqu'un arrive chez eux pour leur proposer une aide, puisqu'ils disent mais j'en ai pas besoin. Enfin, si quelqu'un vient chez vous en disant je suis là pour vous aider dans le quotidien, ça veut dire bah, de quoi tu te mêles. Enfin, voilà. Et donc, cette étape-là, des fois, on la franchit pas. Et quand ce sont des personnes qui sont un peu fortes, un peu dures, et qui évidemment n'ont pas conscience d'être malades, elles vous envoient balader, et parfois on ne trouve pas la solution. Parfois c'est les proches aussi qui ne veulent pas céder leur place à quelqu'un qui pourrait pourtant les aider. Enfin, il y a plein de raisons pour que ça ne marche pas. Et donc c'était quand même pas mal de faire un chapitre sur ce point-là, dire que voilà, c'est compliqué, c'est délicat, c'est fragile, et parfois ça ne marche pas. Comment elle a reçu ce livre-là? Alors, elle vous a accompagné au fur et à mesure de son élaboration. Il n'empêche, ce n'est pas la même chose qu'avoir dans ses mains le produit fini, entre guillemets, même si le mot produit n'est pas très joli. Comment elle l'a vécu et est-ce qu'elle le porte, ce livre encore? Est-ce qu'elle... Alors, le livre, il est sorti il y a à peine un mois, là, il est tout neuf. Ouais. Alors, encore plus. Ouais, donc on est en plein dedans, là, on est en plein dans le... Alors, comme je vous ai dit, il s'est passé longtemps, une quinzaine d'années presque avant que ce livre arrive, mais ça fait 15 ans que je lui en parle, donc ça crée une pression. En fait, le timing, c'est ça pour ce livre, c'est 15 ans de gestation à feu doux, à feu très très doux au début même. Et puis une fois que Françoise m'a dit oui, je lui ai proposé qu'on s'isole un mois. Donc on est parti à la montagne, dans un chalet enneigé, loin de nous, du métier, de la famille, des amis, pendant tous les deux. On le voit dans le livre d'ailleurs. À la fin, je le signale. Et là, c'est là qu'on a beaucoup parlé de son métier. Et puis après, il y avait les 2 années qui m'ont été nécessaires pour dessiner les pages du livre. C'est à peu près le temps que j'ai mis. Donc ouais, 15 ans, 1 mois, 2 années. Et puis au bout de 2 années, le livre étant terminé, on a fait une chose que là, j'avais jamais fait. Je l'ai emmené à l'imprimerie, voir la fabrication du livre. Yeah. Ça, c'est une bonne façon de prendre conscience de la création d'un objet. C'est-à-dire que jusqu'à ce stade-là, c'est une idée. Ce sont des discussions, ce sont des pages de bande dessinée qui s'accumulent sur une table, mais c'est pas un objet fabriqué. C'est encore quelque chose d'un peu irréel. Voir des rotatifs tourner pendant des heures et des montagnes de papier monter, c'est déjà une bonne façon d'appréhender la chose. Et puis un jour, on a le livre dans la main. Et là commence une autre histoire qui commence maintenant. Alors, je ne vais pas parler à sa place, mais je crois qu'elle est très contente du livre. Elle m'accompagne autant qu'elle peut pour la naissance du livre. On essaie de faire le plus de choses possible ensemble. Simplement, elle continue à travailler, elle continue à accompagner ces personnes, à faire ses formations, donc elle ne peut pas être avec moi tout le temps. Mais c'est une période très singulière où sa pratique devient quelque chose de plus visible qu'avant. On est dedans. Je manque un peu de recul pour en parler plus objectivement. Je ne vais pas vous faire rougir, mais c'est un très beau livre d'amour. Et puis d'ailleurs, au début, vous commencez à vous poser la question, on sait que ça va nous amener, mais c'est une expérience unique, singulière pour un couple. Ah bah peut-être, ouais. Oui, il y a une vraie dimension un peu originale là-dedans qui m'intriguait aussi. C'est un livre qui naît au sein d'un couple et qui donc fait partie de notre histoire. Mais c'est le rapport à l'intimité dont on parlait au début. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est l'intimité des personnes que je vais convoquer, que je vais ramener dans mes pages de bande dessinée avec les précautions qu'on a aussi évoquées, la nôtre d'intimité où naît le livre faisait écho à ça. Donc c'est mon livre le plus autobiographique, évidemment. Vous avez évoqué tout à l'heure Les Mauvaises gens, qui est ce livre qui a 20 ans tout rond. Là. Il y a une espèce de cycle de 20 ans qui se ferme par hasard. C'est un livre où j'avais beaucoup questionné mes parents sur leurs origines. Enfin, c'était une enquête sur le milieu dans lequel j'ai grandi, ce milieu militant, catholique, syndicaliste, politique. Et c'est un livre qui avait nécessité un grand débat familial avec mes frangins, avec mes parents, avec mes oncles, mes tantes, les amis, tout ça. Et beaucoup de gens étaient hostiles à l'idée. Ils se disaient, mais pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Et c'était un peu tendu. Et la réalisation de ce livre m'avait coûté pas mal de stress. Et quand je l'avais terminé, je m'étais dit, plus jamais je ferai un livre sur mes proches.
Raté. Là, encore plus proche. Cela dit, vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous parliez de 15 ans. Ça veut dire que ce livre était absolument nécessaire à vos yeux. Oui. Enfin, paradoxalement, elle a eu raison. Françoise a eu raison de refuser parce qu'il y a 15 ans, elle avait beaucoup moins de choses intéressantes à me raconter. Ouais, c'est d'accord. Là, elle a accompagné des dizaines et des dizaines de personnes. Elle a un recul, une expérience qui sont très profitables au livre. Donc, elle a eu raison. Mais c'est vrai que c'est des intuitions. C'est pas des choses très rationnelles. Mais moi, avec le temps, avec la pratique, quand je sens qu'une histoire m'attend quelque part, et là, elle m'attendait chez moi, si j'ose dire. Ouais. Je ne vais pas la laisser filer comme ça. Mais est-ce que vous sauriez dire pourquoi elle vous tenait tant à cœur? Parce que justement, à travers les propos de Françoise, vous voyiez qu'il y avait une véritable aventure, enfin plusieurs aventures humaines, ou c'était le problème de la maladie, on a dit Alzheimer, mais des maladies apparentées qui vous tenaient spécialement là aussi à cœur Vous savez pourquoi Non, je ne sais pas, parce que je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ça, mais ce que je sais, c'est que depuis que je fais ce genre de bande dessinée de non-fiction, depuis Rural, Les Mauvais Gens, les ignorants, etc., ce qui m'intéresse, c'est la vie quotidienne, c'est le travail de tous les jours, c'est les choses banales. En fait, je fais exactement l'inverse de la bande dessinée un peu spectaculaire, la bande dessinée d'aventure pleine d'explosions, de poursuites, d'intrigues, etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'antithèse de ça, à pratiquer. Et là, il y a tout ça, quoi. Ça parle de nous, de nos vies quotidiennes, de ce qui nous fragilise, de nos angoisses, de la façon dont on s'organise. Ça parle de l'intime et du collectif. Il y avait là tout un tas d'ingrédients qui sont ceux dont j'ai le goût, en quelque sorte. Et vous diriez la même chose sur la technique? Là, on est sur du noir et blanc, on est sur du dessin. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je veux dire, là aussi, j'ai l'impression que c'est l'antithèse des super-héros, ou ce sont des vignettes très touchantes et très intimistes. Oui, mais c'est comme ça que je pratique le dessin. C'est mon dessin. Et en même temps, j'ai pas le choix. J'ai un dessin. Comme on a tous une écriture manuscrite. Oui, mais par moi, exemple, vous aurez lu parfois, c'est en couleur. Parfois, j'utilise la couleur, parfois non. Et je ne l'utilise que si elle m'est nécessaire sur un plan narratif. Si elle m'est nécessaire pour raconter. Dans le Lulu Family ou dans Loire, par exemple, qui est mon livre précédent, où je fais le portrait d'un fleuve en bande dessinée, la couleur, elle est déterminante parce qu'elle fait sens. Les ambiances du fleuve, la brume, les lumières, tout ça. Là, il faut l'aquarelle, et puis c'est formidable à faire. C'est très agréable, c'est très, j'allais dire jouissif, c'est un peu fort, mais si, allez, allons-y, c'est jouissif. Dans un livre comme celui-ci, la couleur, elle aura un rôle secondaire, décoratif, elle alourdirait le projet, donc je ne l'utilise pas, tout simplement. C'est assez prosaïque. J'ai une question de Candide, que je pose parfois aux écrivains. Votre travail, vous le trouvez difficile ? Est-ce que c'est difficile de faire des planches, de faire un album comme ça? Est-ce que vous sortez de là harassé, satisfait d'y être arrivé, traversé par les doutes jusqu'au mot fin, ou au contraire, vous savez, une certaine aisance, habileté qui se développe d'album en album? Comme je vous ai dit, je viens d'un milieu où mes parents sont partis à l'usine à 14 ans. Ils ont travaillé à l'usine dans des conditions dégueulasses. Ils n'ont pas fait d'études. Les gens que j'ai côtoyés dans mon enfance, c'était des gens qui étaient tous ouvriers, paysans, qui avaient des métiers difficiles. Je serais très mal placé pour me plaindre. Moi, j'ai aussi. Mais sans se plaindre. Non, mais quand j'ai voulu faire de la bande dessinée très tôt, quand j'étais enfant ou je sais pas, quand j'étais ado, je savais même pas que c'était un métier, moi. Je savais même pas qu'on pouvait faire que ça. Je voulais faire de la bande dessinée parce que j'en lisais, que je trouvais ça formidable. Je trouvais que les émotions que me procurait un livre de bande dessinée, si moi je pouvais les procurer à quelqu'un, c'était une sorte de fantasme un peu. Mais j'étais très loin du monde de l'édition. Je savais pas ce qu'était un éditeur, je savais pas tout ça. Je savais pas que c'était un travail. Il se trouve que 30 ou 40 ans après, c'est mon activité principale. C'était un fantasme d'ado. Maintenant, c'est ce que je fais en permanence. C'est pas difficile. Je ne suis pas mineur de fond, je ne fais pas les 3-8, je connais plein de gens qui le font, je ne connais pas de mineur de fond, mais des gens qui font les 3-8, qui bossent dur, j'en connais plein. Mon métier n'est pas difficile. Après, comme ça, on touche à des choses intimes, qu'on porte une parole un peu publique, il y a des choses stressantes, il y a des choses qu'on... Et puis, voilà, je vais pas non plus... Je ne vis pas dans un fleuve de miel harmonieux. Non, j'entends bien, mais... Faire un livre, c'est se heurter à sa... Paul Auster disait qu'écrire, c'est se confronter à sa propre stupidité.
J'aime bien cette idée. Écrire et dessiner, c'est pareil. Et ben voilà, on bute sans arrêt sur ses limites, sur ce qu'on ne sait pas faire. On a une idée, quand on la concrétise, c'est 50% de l'idée dans le meilleur des cas, donc on est un peu déçu. Et puis quand le livre est publié, on avait envie de faire autre chose. C'est pas confortable, mais c'est pas difficile. C'est pas difficile. Je vois la subtilité. Pas confortable, mais pas difficile. Je me tourne vers vous. Il y a un micro à votre disposition avant la séance des dédicaces. Si vous avez des questions ou des remarques à faire. Merci, bonsoir. Bonsoir. J'ai pas encore fini celui-là, je me régale, d'autant que on est dans une situation un peu particulière d'un habitat coopératif avec une voisine concernée, donc le rôle des aidants qui lui permettent de continuer à habiter là. Donc voilà, on se retrouve un peu très inspiré par ce dont vous témoignez. Merci déjà pour ça. Mais quand même, j'ai envie de profiter de votre présence pour vous demander si au moins vous savez déjà ce que c'est le prochain Davodo. Monsieur est pressé. Celui-ci vient de sortir, laissez-moi 5 minutes. Non, je ne sais pas encore ce que sera mon prochain livre. Je sais juste que ça ne sera pas une fiction, que je vais revenir à de la non-fiction, du documentaire, enfin appelons ça comme on veut. C'est très embryonnaire, c'est trop incertain pour que je puisse vous en parler vraiment, parce que je risque de vous dire des bêtises, ça ne sera pas ça quand le bouquin sortira. J'ai pas du tout commencé à dessiner, ni à peine commencé à écrire. Je suis dans une espèce de zone marécageuse que je déteste, qui est ce moment où les choses se mettent peut-être en place ou pas. Ça nous échappe. Parfois, on a une journée, nous viennent des choses qui nous semblent solides et le lendemain, c'est du sable. Il y a une période comme ça un peu incertaine qui préside au début d'un livre, qui coïncide souvent avec le fait que le précédent a été publié, donc on passe beaucoup de temps dans les trains pour venir vous voir, par exemple. Donc on a le temps de rêvasser en regardant le paysage, on rêvasse en travaillant un peu. Donc je suis dans cette zone-là, qui est intermédiaire et incertaine. Donc oui, il est sans doute en cours, mais non, je ne peux pas vous dire de quoi il va s'agir. J'ai des idées, mais je ne vais pas vous le dire. Bonjour. Alors moi, je me sens un peu chargée parce qu'en fait, je travaille pas, enfin je suis infirmière, je travaille pas cet après-midi, mais il y a toute une équipe qui travaille là, pas si loin. J'avais quelques livres, mais ils vont essayer de venir dédicacer puisque je n'ai pas le droit d'en dédicacer 10. Donc pour vous dire, voilà, vous avez, je pense, toute la gratitude de soignants en général. Et là, j'ai noté quelques échos sur ce que vous avez dit. C'est un livre qui parle d'éthique. Voilà. On peut le mettre tout en haut. On n'a pas utilisé ce mot-là, mais clairement. Voilà. Vous disiez, à un moment, vous disiez conjurer la crainte par le récit. Moi, je pense que c'est se confronter à la finitude, parce que Alzheimer, voilà, c'est des troubles où on part quelque part, on ne sait pas où, mais j'ai noté quelques trucs, pardon. Et également, je trouvais ça assez délicat et assez vrai, je pense, sur le métier de votre femme, c'est que vous n'avez pas donné de nom de métier. Vous partez sur le savoir-être, voilà, clairement, en étant optimiste avec cette formation, en essayant que le soit, enfin voilà, qui est spon, tout ça. Mais on a su à 3/4 de l'interview qu'elle était infirmière. Et on se pose forcément la question, parce que vous ne le dites pas. Mais parce qu'elle se revendique plus comme infirmière. Mais ça ne m'étonne pas. Voilà. Parce qu'infirmière, c'est soigner. Voilà. Et là, dans ce cas-là, je trouve qu'elle a une position d'auxiliaire de vie absolument incroyable. Ces auxiliaires de vie qui sont malheureusement peu formés et qui ont tellement envie de donner et qui font un travail extraordinaire. Donc c'est ça, c'est ce multiple métier créatif en fait. Et du coup, quand vous parliez un peu moi je trouve que c'est un livre sur la confiance aussi, la confiance entre vous, mais aussi la confiance qui manque dans le soin, dans les équipes, qui manque envers la hiérarchie. Et du coup, c'est vraiment, c'est cette création aussi qu'elle fait de son métier et qui manque dans les équipes terriblement par les carcans, par les règles, par les codes, parce que c'est pas des milieux protégés, c'est des milieux fermés. Pour moi, c'est des prisons. Voilà, je le dis clairement. Moi, j'étais tombée par hasard sur un DVD sur Carpe Diem il y a quelques années. Et j'ai dit, OK, en fait, c'est le parallèle avec Jeanne Garnier en palliatif, en fait. Mais du coup, on ne peut pas faire du Carpe Diem partout. En France, encore moins. Donc, je pense que
pour faire le parallèle avec le palliatif, pour moi, c'est les soins mobiles, comme elle fait. Mais allons-y, quoi. Enfin, dans les équipes mobiles, mémoire, tout ça, voilà. Pas que en consultation 2 jours. Mais voilà. Voilà, vous parliez, enfin, je finis 2 minutes. Mais les critères de temps, oui, mais pour moi, c'est les critères de formation, d'information, parce qu'on demande ça. Et comme disait, en ayant fait un peu de formation en soins palliatifs, c'est le temps, on n'en manque pas tant que ça. Parce que quelqu'un en fin de vie, tirer un rideau, lui permettre de bien laver son dentier, quand il a le soleil dans les yeux, c'est du soin palliatif. Et ça prend pas de temps. Voilà. Et permettre à une personne, ça prend du temps bien sûr, mais il y a des petites choses, prendre la parole, être dans la parole pendant le soin de la toilette, ça prend pas de temps. C'est être dans l'accompagnement. Et voilà. Je vais arrêter là. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un métier qui est difficile à nommer. Alors elle est comme vous infirmière à la base, mais actuellement elle ne se présente pas comme infirmière, elle se présente comme accompagnatrice. Mais c'est très ouvert, accompagnatrice, ça veut tout et rien dire, mais ça porte aussi ça, c'est tellement ouvert, c'est tellement adaptable à chaque cas que figer ça dans un mot est peut-être compliqué, je ne sais pas. Mais voilà, comme on disait, le livre vient de sortir, on commence à avoir des retours de soignants, des collègues, des choses comme ça. On est très, elle est particulièrement très attentive à ça. Parce qu'évidemment, quand on se retrouve dans un bouquin comme ça, on se retrouve un peu sous la lumière et elle ne le voulait pas. Je l'ai un peu forcé. Donc moi, je pétoche un petit peu, je ne vous cache pas. Mais il y a... Voilà, c'est ça. Mais forcément, oui, voilà, elle porte sans doute une parole qui est un peu invisible pour l'instant, qui est la parole de ces personnes qui accompagnent. Alors, ce sont des auxiliaires de vie, ce sont des infirmières, ce sont parfois même des gens qui viennent faire le ménage. C'est tous ces gens-là qui sont au contact des personnes malades, qui jouent un rôle déterminant. Et alors, voilà, quand il y a le Covid, on les applaudit sur les balcons le soir. Formidable. Mais après, on fait quoi ? Et c'est une des questions, évidemment. Ouais. Merci. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite. Donc vous dites que vous étiez finalement assez heureux d'avoir attendu 15 ans parce que votre femme avait plus de choses à dire. Et moi, j'aurais aimé savoir, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait de différent que ce que vous auriez fait il y a 15 ans. En quoi vous avez évolué dans votre manière de travailler. Et d'ailleurs, je reviens sur une chose que vous avez dite, sur le fait que le dessin, c'est un peu comme l'écriture, on n'en change pas. Je vous demande de confirmer ça, parce que parmi vos confrères, il y en a quand même pas mal qui changent dans leur manière de bosser et de dessiner. Mon cas à moi, et de savoir si vous, pour le coup, il y a quand même une spécificité à ce niveau-là. Et voilà. Non, vous avez raison. Moi, je suis extrêmement admiratif de certains de mes confrères qui adoptent un langage graphique différent à chaque livre, en fonction du sujet. Je sais juste pas le faire, moi. Et c'est pour ça que j'assimile volontiers le dessin à l'écriture manuscrite. Alors, on en a une chacun, en gros. Elle évolue avec le temps. Hein. On n'a pas la même à 8 ans qu'à 50 ou à 80 ans. Mais c'est la nôtre. Mon dessin, je le considère comme ça. Mais parfois, j'aimerais bien en avoir plusieurs, moi aussi, mais je ne sais pas faire. Je regarde les livres de mon ami et collègue David Prudhomme, par exemple. Lui, à chaque livre, il a un dessin différent. Et à chaque fois, c'est un dessin magnifique. Et je donnerais volontiers ma main gauche pour pouvoir faire ça, mais je ne sais pas le faire. Donc, je fais avec ce que j'ai, avec mon dessin, qui est ce qu'il est. Je m'entends pas si mal avec lui, mais ça dépend des jours, quoi. C'est très variable, mais c'est mon outil. Et moi, je ne suis pas dessinateur, je suis auteur de bande dessinée. Et quand on est auteur de bande dessinée, ce qu'on fait, c'est du récit dessiné. Le dessin est un outil. En tant qu'outil, c'est super important. N'importe quel artisan vous dira que s'il ne soigne pas ses outils, il ne fera pas du bon boulot. Donc moi, le dessin, j'y prête beaucoup d'attention. Je suis très vigilant à son état. Mais voilà, je m'en sers pour autre chose. Donc dans cette mesure-là, mon dessin, tel qu'il est, me convient, me suffit. Voilà. Ah oui, alors le dessin c'est une chose, l'écriture, la façon de raconter c'est autre chose. Là j'espère évoluer, j'espère. Et il y a 15 ans, non, j'aurais sans doute pas. Alors d'une part, je n'aurais pas eu la même matière à ma disposition, ça c'est sûr. Et puis non plus la même expérience. En 15 ans, moi j'ai fait pas mal de livres, de différentes formes, dans différents domaines. J'espère apprendre.
j'espère évoluer. Donc, non, c'est évident que j'aurais fait un livre à la fois plus maigre en matière et sans doute moins solide en structure. Mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas vérifier. Donc, c'est des paroles en l'air, ce que je vous dis là. J'ai été très touchée par l'intervention de Madame Devant, qui est Moi aussi. soignante. Moi, je vous ai rencontré il n'y a pas très longtemps avec le droit du sol. Et je suis de l'autre côté de la barrière, parce que j'ai accompagné ma maman pendant 1 an et demi. Et puis là, récemment, on est en train d'accompagner le parrain de mon mari, qui est de Saint-Jean-de-Mauvrais d'ailleurs. Voilà. Et donc, je voulais exprimer ma profonde gratitude pour ce que vous faites. Le droit du sol, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et là, j'ai trouvé des ressources en tant qu'aidant familial. Alors je me suis remise en question parce que ma maman, elle est décédée maintenant, donc il y a des choses, je me suis dit, si j'avais lu le livre, il y a des choses que j'aurais fait différemment. Et là, donc le parrain de mon mari, il a démarré ça il n'y a pas très longtemps, il a 80 ans, et ça va très vite. Et du coup, tout le monde est complètement gelé par ce qui se passe. Vous parliez de... comment dire, se confronter avec nos peurs ou c'est pas vraiment ça, c'est se confronter tous les jours avec une personne qui est plus celle qu'elle a été. Donc c'est difficile d'être toujours dans l'ici et maintenant parce que l'ici et maintenant il est jamais le même. Et ça c'est très difficile pour l'entourage. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le livre et qui sont très belles. Votre épouse, elle a 60 ans. Donc c'est aussi important de faire le livre maintenant parce qu'il y a un parcours de vie, vous le racontez très bien. Elle a fait un burn-out, voilà. Moi je l'ai lu, le livre, je l'ai acheté il y a 2 semaines, ça se voit. Et donc j'ai été très touchée. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement touchée, c'est que chez nous il y a une problématique en ce moment, c'est Joël, donc le parrain de mon mari, est-ce qu'il se rend compte ? Alors, tous les cas sont différents, mais Cédric, sur une planche en bas, puis c'est vraiment pas anodin la façon dont vous avez orchestré ça, il dit « je me rends compte de mes difficultés ». Et ça m'a vraiment scotché, quoi. Voilà, donc merci. C'est l'essentiel de mon intervention, c'est de vous remercier. Il y a de la chair dans vos livres et on se sent moins seul. Voilà. Merci beaucoup. Je regrette que Françoise ne soit pas là. Elle pourra écouire le podcast, je crois. Ah, c'est enregistré. Ah, formidable, merci. Hélène, tu nous le Mais confirmes ? c'est vrai que se sentir moins seul, comme vous dites, je ne sais pas à quoi sert un livre, à quoi ça doit servir. Moi, je sais que j'ai envie de le faire parce que, comme on disait tout à l'heure, je pressentais qu'il y avait là des choses à raconter intéressantes et qu'on pouvait faire un récit qui se tienne. Mais si ça peut servir à ça, à mettre en commun les questions, les angoisses qu'on a tous, parce que dans toutes nos familles, on est confrontés à ça. Et si vous avez lu le livre, vous savez que c'est notre cas aussi à nous deux, Françoise et moi, et qu'on est aussi démunis que n'importe qui. Et un livre, ça peut aussi, de bande dessinée ou pas, un livre peut servir aussi à ça, à être un endroit où les gens se confrontent leurs expériences dans ce qu'ils ont de commun, et de différent, et de comparer. Et si ce livre-là peut servir à ça, moi je serais très fier, très heureux. Ouais. Oui, non, mais voilà, c'est ça. L'idée, c'est de. Mais par contre, l'idée n'est pas de faire culpabiliser les gens, parce que c'est vrai que voilà, dire si j'avais su, je ne me serais pas comporté comme ça. Mais en fait, on est tous dans cette situation-là où, quand on ne sait pas, on est plus approximatif que quand on sait. C'est humain, c'est naturel, et ça ne doit pas nous faire culpabiliser. C'est suffisamment compliqué comme ça. Ouais. Comme vous avez dit, on fait tous des erreurs, en fait. Et c'est vraiment ça, je pense, à la fois, à nous de faire passer ce message en tant que soignant, voilà, en effet, pour les aidants, de se le dire aussi, voilà, dans la profession. Et moi, je fais avec mes petits échos là, mes ping-pong, mais ça me fait penser à Winnicott avec être une mère suffisamment bonne, mais surtout pas bien bonne, voilà. Mais juste suffisamment, ouais. Voilà. Et donc je pense que c'est ça, quand on est aidant, on passe de l'enfant aux parents, il y a ce jeu comme ça un peu de
de boules qui se renversent, mine de rien. Et de se dire, oui, c'est ça, on n'est pas parfait parce que c'est impossible. Voilà. Surtout Non. pas, parce que sinon on s'épuise en fait. Oui, voilà. le risque de l'épuisement, il est réel. Ouais. Et puis, on est sur un domaine strictement porté par la relation humaine. On parlait d'empathie tout à l'heure. On est vraiment sur l'humain. On est sur l'humain, vous avez raison. Le jour de la sortie du livre, le 8 octobre, j'étais dans une librairie à Bruxelles et le libraire avait invité pour une discussion comme ça un neurologue de l'hôpital de Bruxelles dont le métier est d'annoncer les diagnostics dont on parle là. Et lui m'a dit cette chose un peu étonnante. Il m'a dit, en fait, moi, une fois que j'ai annoncé le diagnostic, mon métier, il est fini, puisqu'on ne soigne pas. Et donc, ce qui commence après, c'est l'accompagnement. C'est le métier de Françoise. Et donc là, effectivement, on est sur des choses qui sont particulières à chaque fois. Françoise me dit que je fais le métier où il y a le moins de routine possible. À chaque fois, je rencontre une personne et une famille. Ce que j'ai fait avant me sert un peu, mais il faut trouver un passage, un point de contact qui est propre à chaque personne et à chaque famille. Et donc, il y a cette chose très précieuse qui est que tout se passe dans la façon dont on interagit avec les personnes. Et c'est un sujet inépuisable, évidemment. Bonsoir, c'est pas vraiment une question, c'est juste de la promotion en fait que je vais faire, parce que si je suis là, c'est pas en tant qu'amateur de BD, c'est juste que je vous ai vu sur grand écran il y a un mois, dans le film La disparition des Lucioles, que je trouvais magnifique comme film, et votre intervention m'a beaucoup touché. Donc ça ne concernait pas forcément le livre dont on parle ce soir, mais c'était plus par rapport à Loire, un volume précédent. Et donc je conseille à tout le monde d'aller voir à la médiathèque dans le cadre du mois documentaire La disparition des Lucioles, où on pourra vous retrouver. Et peut-être si j'ai une question, c'est comment vous avez vécu cette aventure documentaire où justement on parle de vous et de votre travail. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce film, c'est un film documentaire c'est un portrait de quelques auteurs de bande dessinée sur notre rapport disons à la nature, à la ruralité, etc., tel qu'on l'intègre dans nos récits. Et donc c'est à l'époque où moi je dessinais mon livre précédent qui s'intitule Loire, qui est un livre qui raconte mon rapport au fleuve. Je suis né et je vis près de ce fleuve. Et c'est très curieux comme expérience, parce que moi je passe mon temps à demander à des gens s'ils veulent bien me raconter leur histoire pour les mettre dans mon livre. Et puis là, c'est l'inverse. On devient le sujet. Alors c'est très ponctuel, c'est quelques jours. Et je me retrouve dans cette situation que j'impose parfois à des gens. Et donc je fais le bon élève. Je suis d'une extrême docilité. Je fais tout ce qu'on me demande. On me demande de refaire des plans à l'infini, je les refais. Et à chaque fois, je participe à des choses comme ça. Je me dis, mais c'est vachement plus simple la bande dessinée en fait que le cinéma. Je dessine ce que je veux. En fait, les questions techniques sont résolues avant qu'on commence à créer l'image. Alors que là, il y a un tournage, c'est long, c'est compliqué, mais c'est formidablement intéressant à voir. Et puis plus largement, je trouve très très positif que des documentaristes du cinéma, par exemple, commence à se pencher sur ce qu'est la bande dessinée. Pas seulement les livres, mais le travail des auteurs, le fait que la bande dessinée est un langage qui s'est autonomisé formidablement ces 20-30 dernières années, parce qu'on fait des livres qui portent ça. On fait des livres qui parlent de la vie de maintenant, qui parlent de politique, de sociologie, de nos vies quotidiennes. C'est plus seulement l'aventure et l'humour, tel que la bande dessinée était quand j'étais enfant, et ce qui était formidable, hein, moi j'ai adoré ça. Mais la bande dessinée, c'est crédibilisé en quelque sorte par les livres qu'on fait. Il y a des gens qui font des cours au Collège de France sur la bande dessinée. Mon ami Emmanuel Guibert est rentré à l'académie avec son costume et son glaive. Je me demande dans quelle mesure ça ne va pas non plus nous l'embourgeoiser un peu, notre bande dessinée. Je me méfie de ces choses-là, mais en même temps, c'est des signaux plutôt positifs. C'est-à-dire que voilà, les gens qui la lisent, les gens qui la font, sont des gens qui lisent par ailleurs du roman, des essais, la presse. Il n'y a plus ce petit cantonnement des lecteurs de bande dessinée qui étaient des gens sympathiques, marrants, mais un peu marginaux dans le coin. La bande dessinée, elle est rentrée dans le champ de la création artistique et littéraire, alors littéraire un peu plus. Et ça, c'est des films comme Le Silence des Lucioles, ça signale ça. Et en ça, c'est plutôt réconfortant, pour moi qui suis auteur de bande dessinée. Ouais, très, très belle conclusion. Un grand merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Et merci Étienne.
Merci beaucoup. Là où tu vas, voyage au pays de la mémoire qui flanche, d'Étienne Davodo, est paru aux éditions Futuropolis. Auparavant, il avait fait paraître chez ce même éditeur Le Chien qui louche en 2013, Cher pays de notre enfance avec Benoît Colomba en 2014, L'avancée des travaux en 2018, Les couloirs aériens avec Joub et Christophe Hermenier en 2019, Le droit du sol en 2021 et L'excellent Loire en 2023. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 5 novembre 2025. Réalisation et mise en onde Radio avec la collaboration de Radio Plus et Radio Terre.